Alors que les forces de Kiev avancent dans la région de Kherson, Vladimir Poutine signe les décrets annexant 4 régions ukrainiennes. Manifestations, minutes de silence et cheveux coupés, les signes de soutien aux Iraniennes se multiplient en Europe plus de 2 semaines après le début des protestations. De la ferme à la pompe, en Italie, une exploitation laitière transforme le méthane des vaches en carburant bon marché. Reportage dans cette édition. Elon Musk fait volte-face et propose à Twitter de racheter le réseau social en échange de l'arrêt des poursuites engagées en avril par le groupe californien. Alors que Vladimir Poutine a signé ce mercredi les décrets annexant 4 régions ukrainiennes, force est de constater que Moscou ne contrôle pas la totalité de ces territoires. Les troupes ukrainiennes ont fait des avancées majeures dans la région de Kharkiv et dernièrement aux alentours de Kherson dans le sud du pays, en reprenant des dizaines de localités. Mardi, le ministère russe de la Défense a présenté carte à l'appui les zones perdues, mais Moscou n'a pas annoncé de retrait dans le secteur de Kherson. Des dizaines de villages ont déjà été libérés dans les zones des pseudo-référendums russes, rien que cette semaine dans les régions de Kherson, Kharkiv, Lugansk et Donetsk. Kiev peut compter sur le soutien des États-Unis qui ont annoncé mardi l'envoi d'équipements militaires pour une valeur totale de 625 millions de dollars, selon un communiqué de la Maison-Blanche. Parmi les armes livrées figurent des systèmes de lance-roquettes HIMARS très précis et qui ont joué un rôle important dans les récentes avancées ukrainiennes. Moscou a toutefois continué ses bombardements. Des attaques aux drones kamikazes ont été répertoriées dans la nuit de mardi à mercredi à une centaine de kilomètres de Kiev, faisant un blessé. Depuis l'annonce de la mobilisation partielle en Russie, 200 000 personnes ont été appelées, provoquant un exode massif des hommes en âge de combattre. Moscou a annoncé recruter exclusivement des personnes ayant une expérience militaire. Plus de 2 semaines après la mort de Mahsa Amini, tué par le régime de Téhéran pour avoir mal porté son foulard, les soutiens à la révolte des Iraniens se multiplient en Europe. Des centaines de personnes ont manifesté aux Pays-Bas devant le Parlement néerlandais en demandant notamment l'expulsion de l'ambassadeur de la République islamique. En Italie, au Centre national d'art contemporain de Rome, une boîte transparente accueille des mèches de cheveux. Un petit geste des femmes qui veulent afficher leur solidarité avec les Iraniennes. La récolte sera envoyée à l'ambassade de Téhéran. Elles ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules. Elles ont besoin de savoir que nous voulons nous battre à leur côté pour qu'elles obtiennent ce qu'elles demandent, des droits humains fondamentaux. Le même geste a été observé dans l'hémicycle du Parlement européen à Strasbourg. Une députée suédoise du groupe Renew a symboliquement coupé ses cheveux en pleine séance. Nous serons à vos côtés jusqu'à ce que les femmes d'Iran soient libres. Liberté pour la vie des femmes. Les membres de l'Assemblée nationale française ont également rendu hommage au combat des Iraniennes et des Iraniens et à ceux qui y laissent la vie. Ils ont observé 1 minute de silence. Elon Musk a de nouveau changé d'avis. Le patron de Tesla a finalement proposé à Twitter de racheter le réseau social au prix convenu en avril. Mardi, le groupe a confirmé dans un bref communiqué avoir reçu la lettre du milliardaire et avoir l'intention de conclure cette transaction au prix défini, à savoir 54,20 $ l'action. Il semble que le procès intenté par Twitter cet été pour le forcer à procéder à l'achat ait porté ses fruits. L'homme le plus riche de la planète aurait probablement dû payer des intérêts substantiels s'il avait fait appel et ses chances de gagner le procès auraient été très faibles selon des analystes. Pour preuve, le clan Musk réclame l'arrêt des poursuites judiciaires en cours devant le tribunal spécialisé du Delaware. Le patron de Tesla devrait donc débourser 44 milliards de dollars pour s'acheter l'oiseau bleu qui pourrait lui servir de tremplin vers la création de son propre réseau social qui porterait le nom X.com. Pour l'heure, des utilisateurs et des ONG s'inquiètent de voir Twitter devenir un moteur de radicalisation, Elon Musk souhaitant assouplir le règlement et la modération des contenus. Produire de l'énergie et du carburant automobile à partir de déchets organiques,
C'est l'idée mise en place dans cette ferme de Piacenza, dans le nord de l'Italie. Ici, les 600 vaches produisent tous les jours du lait, mais aussi des déjections. Elles sont utilisées pour réduire considérablement le coût du carburant pour les voitures. Les propriétaires de cette ferme se sont d'abord consacrés à l'élevage, à la vente de leurs produits transformés, puis à l'accueil de vacanciers. Ils ont décidé de pousser l'entreprise familiale dans une nouvelle direction. Au cours des dernières années, nous avons lancé un projet qui nous permet de produire de l'énergie renouvelable et d'avoir une véritable économie circulaire. Donc nous pouvons produire de l'énergie à partir des excréments d'animaux, des déchets de l'élevage et des sous-produits agricoles. Qui l'aurait cru? Les vaches aident les humains à surmonter la crise énergétique et le font de la manière la plus inattendue. Nous buvons déjà leur lait, nous mangeons leur viande et maintenant nous utilisons aussi ce que l'on pourrait appeler leurs déchets de digestion pour obtenir du carburant bon marché pour nos voitures. Derrière la ferme, une structure spécifique extrait le biométhane des déchets animaux et le transporte directement un peu plus loin, là où les clients attendent patiemment à la pompe pour obtenir leur gaz bon marché. C'est un processus direct du producteur au consommateur à travers les quelques mètres de ce petit tuyau jaune. Ici, les automobilistes peuvent obtenir un plein au prix très avantageux d'1,39 € par kilo. Cela représente environ la moitié ou même, dans certains cas, un tiers des prix actuels. Nous produisons du carburant biodurable à partir de nos déchets d'élevage. Et l'idée qu'une entreprise agricole comme nous puisse l'introduire dans le système de transport est extrêmement gratifiante sur le plan personnel. La station-service a ouvert ses portes en février dernier, quelques semaines avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie et avant la flambée soudaine des coûts de l'énergie et du carburant. Ici, on a trouvé un moyen durable de lutter contre la crise, de la ferme à la pompe. Après un tir de missile balistique nord-coréen au-dessus du Japon, Américains et Sud-Coréens ont de nouveau répliqué ce mercredi. Une salve de 4 missiles ont été tirés vers des cibles en mer du Japon. Un 5e missile s'est en revanche écrasé peu après son lancement près de Gangneung en Corée du Sud, provoquant un début de panique. Par chance, aucune ogive n'a explosé. En Finlande, la guerre en Ukraine aura eu raison de la toute dernière grande statue publique de Lénine. Celle-ci a été déboulonnée malgré des protestations locales. La statue était exposée sur une place dans la ville de Kotka, dans le sud-est du pays, près d'une maison où le fondateur du parti bolchevique aurait séjourné. En Europe de l'Est, de nombreux espaces abritent toujours les vestiges de l'art monumental communiste. Ce petit geste du quotidien est voué à disparaître. Pour les tickets de métro parisiens, c'est terminus, tout le monde descend. Après plus de 120 ans de bons et loyaux services, le ticket en carton va bientôt faire ses adieux. Tout ce qui n'est pas en papier, ça me convient, je n'aime pas le papier. Bien sûr, c'est un progrès, mais comme je suis un peu traditionnel, la fin du ticket de métro est aussi une façon de voyager qui disparaît. Autrefois coloré, il était poinçonné jusqu'en 1968, avant de passer au ticket magnétisé. Plus qu'un justificatif de transport, le ticket de métro est devenu une sorte d'emblème vintage de la capitale. Je viens à Paris depuis 20 ans et à chaque fois je garde quelques-uns de mes tickets de métro. Aussi petit soit-il, sa durée de vie est très courte, 1 heure, 1h30, eh ben on s'y attache. Voilà, c'est irrationnel. Alors que sa disparition était programmée pour 2021 au profit d'un pass numérique, la fin de vie du ticket a été plusieurs fois repoussée à cause de la pandémie de coronavirus puis de la pénurie de puces électroniques. Mais désormais, il n'est plus possible d'acheter des carnets de 10 tickets. Pour les accros du carton, le ticket à l'unité sera encore vendu en guichet jusqu'en 2025.